Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 30 avril 2007 et j'ai le plaisir de vous présenter le 11e numéro d'Entre nous soit dit. Nous sommes entre les deux tours de l'élection présidentielle française et il m'a paru intéressant de discuter de cet événement important et surtout de ses conséquences et peut-être également des curieuses appréciations qui ont été portées sur cette élection, sur ce premier tour, avec Jean-Christophe Mounik. Jean-Christophe, bonjour. Bonjour Claude. Jean-Christophe Mounik qui est journaliste, écrivain et qui a été pendant très longtemps mon partenaire à la radio et avec qui nous avons écrit un ouvrage dont je vous recommande chaleureusement la lecture, La Révolution bleue est en marche, aux éditions François-Xavier de Guibert. Jean-Christophe Mounik est également auteur d'un blog qui s'appelle Le Révolutionnaire bleu, dont l'adresse est lerévolutionnaire-bleu en un seul mot, blogspot.com, sur lequel vous trouverez des analyses revigorantes, parfois qui vous feront dresser les cheveux sur la tête, mais c'est très bien comme ça, et tout simplement parce qu'elles sont vigoureuses. Et donc actuellement, la vigueur n'est probablement pas la qualité majeure des analyses que l'on peut lire un peu partout, que ce soit dans la presse ou que ce soit même souvent sur les blogs. Quoi qu'il en soit, nous sommes dans une situation qui personnellement me paraît étrange. Nous avons connu au cours de ce premier tour de l'élection présidentielle un résultat stupéfiant. Voilà 30 années que deux forces essentielles alternent au pouvoir, avec une fois les socialistes, une autre fois le RPR, puis l'UMP, puisque c'est leur nouvelle dénomination, avec quelques centristes. Et puis ces gens-là ont été plébiscités, alors que tout le monde était mécontent. Ils ont fait 6 suffrages sur 10, et même 7,5 si on y ajoute François Bayrou, encore que celui-ci s'est voulu se différencier. Quoi qu'il en soit, c'est quand même une situation stupéfiante, car ceux qui sont responsables, il faut bien le dire, de la situation catastrophique de la France actuellement, sont plébiscités, il n'y a pas d'autre mot, par les électeurs. Alors, de deux choses l'une. Ou les électeurs sont complètement idiots, ce que je me refuse personnellement à penser. Je n'ai jamais cru qu'un électeur soit idiot, même s'il vote d'une manière stupéfiante. Ou, tout simplement, autre hypothèse, ils n'ont pas eu le choix. Alors ça, cette hypothèse me paraît un peu plus recevable dans la mesure où, en effet, le blocage politique fait que les forces nouvelles ont beaucoup de mal à émerger et que la seule force réellement contestatrice, celle que représentait le Front National et à un certain nombre d'égards aussi Philippe de Villiers, ont été assez largement laminés. Alors j'aimerais avoir votre explication, Jean-Christophe Mounik, à partir donc, de ce que nous venons de constater, et d'autre part de deux autres phénomènes très intéressants également. L'un qu'on a peu relevé aussi, qui est la publication par l'Académie des sciences morales et politiques au début de l'année 2007, d'un ouvrage intitulé « La France prépare mal l'avenir de sa jeunesse ». Que des académiciens chenus et, je dirais, gorgés d'honneur en soi se rendre compte que la France est en train de sacrifier sa jeunesse, c'est un élément important. Et deuxièmement, un chiffre qui a été publié sans grand commentaire, mais qui est un chiffre officiel. Depuis 2002, les violences sur les personnes ont augmenté de 42%. Or, ce besoin de sécurité que tout le monde s'est attaché à voir dans l'élection, et je crois qu'il est vrai d'ailleurs, dans l'élection du premier tour, semble avoir favorisé essentiellement M. Sarkozy, qui est le responsable de ce bilan. Alors, je ne lui jette pas la pierre, je ne dis pas que c'est facile et simple, mais voilà des éléments tout à fait stupéfiants. Alors, vous qui êtes un homme plein d'infinies ressources et sagacité, comme disait Rudyard Kipling, peut-être allez-vous réussir à me faire comprendre. Effectivement, le résultat de ces élections pouvait être décevant dans le sens où les Français ont massivement plébiscité le système et si vous dites fort justement que peut-être l'offre politique n'était pas la bonne puisqu'elle est verrouillée, donc on peut considérer que Jean-Marie Le Pen a fait l'élection en trop en raison de son âge, même s'il a fait de remarquables performances télévisuelles. Il était trop peu présent sur le terrain, il n'a pas su organiser par exemple une contestation au moment des événements de la gare du Nord.
Il a aussi fait des changements de pied un peu bizarroïdes. C'est ce que les journalistes ont appelé le gaucho-lepénisme, en tendant la main vers des personnalités de gauche, comme M. Soral, ancien marxiste, et M. Dieudonné, qui d'ailleurs se promenait sur toutes les télévisions aux côtés de Jean-Marie Le Pen, tout en annonçant qu'il avait voté Dominique Voynet. Donc on ne voit pas très bien ce que ça lui a apporté. Donc bon, il y a l'âge, il y a un mauvais positionnement probablement, enfin mauvais ou qui s'est pas révélé judicieux. De toute façon, les résultats sont là pour le prouver. Mais il y avait quand même une offre plus jeune et d'un personnage qui a extrêmement bien réussi dans son département. C'est Philippe de Villiers qui a un remarquable bilan en tant que gouverneur régional, comme il se définit lui-même, qui est un département très dynamique. En termes de création d'emplois, dans lequel les gens se sentent bien, qui a fait preuve de beaucoup d'initiatives. Il a, par exemple, créé des petites écoles adaptées aux PME, au tissu PME local, alors que le département n'a pas le droit de créer des établissements de ce type au-delà du baccalauréat. C'est pas du ressort du financement de cette collectivité territoriale. Donc il a pris des risques. Il a dénoncé aussi la menace musulmane dont personne n'a parlé. Le problème de l'islam est-il compatible avec les lois de la République? Il y a énormément de grands théologiens, islamologues qui pensent que non, personne n'en parle. Donc il a fait preuve d'un vrai courage, il a un bon bilan, et pourtant le résultat, c'est 2,2% des voix, un chiffre lamentable qui est la moitié de celui qu'il avait fait il y a 10 ans ou 12 ans. Donc vraiment un grand échec de la part de Philippe de Villiers et un grand échec de la part de Jean-Marie Le Pen qui, avec Bruno Maigret, faisait 19%, il passe de 19 à 10, il divise par 2 son score. Donc vraiment un gros échec. Et effectivement, comme vous le dites, un gros échec. Donc on aurait pu croire que les Français qui sont mécontents, puisque toutes les analyses montrent qu'ils sont conscients que le pouvoir d'achat baisse, que les retraites sont fragilisées, que la dette croît, les délocalisations, tout ça, la hausse de la violence, les Français sont angoissés, et pourtant ils votent massivement pour le système. Il aurait pu y avoir une abstention. Il aurait pu y avoir un vote blanc en disant votre système est verrouillé, ou je ne participe pas à l'élection parce que votre système est truqué. De toute façon, ce sont les énarques qui sont derrière Sarkozy et toute son équipe est constituée d'énarques, de M. Guéant à M. Soli en passant par tant d'autres. Ou bien l'énarque Ségolène Royal, entourée d'énarques elle-même, commencé par son mari, et ça en devient caricatural, et pourtant ces gens-là sont massivement validés, ils font 57%, avec surtout un taux de participation de 84%, qui montre quand même, et c'est un résultat catastrophique, comme vous l'avez fort bien dit dans votre éditorial sur votre site internet, et qui est très préoccupant parce qu'on ne voit pas très bien quoi faire dans le futur. Et vous parlez du fait que des académiciens montrent que le futur des jeunes, on a sacrifié l'avenir de la jeunesse. Et c'est une évidence. On laisse aux jeunes générations 2500 milliards de dettes, d'euros de dettes, soit, je rappelle que l'Argentine a fait faillite pour une dette de 165 milliards de dollars. Alors au cours actuel du dollar, ça nous fait une dette 20 fois supérieure à celle de l'Argentine, même si l'Argentine, il y a une population qui est la moitié de la population française. Chaque Français a 10 fois plus de dettes que les Argentins avant que l'Argentine n'ait fait faillite. Or l'Argentine, c'était pas un pays complètement sous-développé, et une dette 10 fois supérieure, je crois que les gens, la plupart des gens ne se rendent pas compte. Donc il commence à y avoir des livres de gens qui sont au sommet du système, ou ont été au sommet du système, comme l'excellent livre de Philippe Jaffray et Philippe Riès, Le jour où la France a fait faillite, comme ce rapport que vous citiez. Et puis il y a le livre de Patrick Artus, Comment nous avons ruiné nos enfants, qui a obtenu un prix politique. Et donc, de plus en plus, on s'aperçoit que cette génération de l'UMPS, et on peut effectivement dire l'UDF-MPS, qui a recueilli les 3/4 des voix au premier tour, qui ont ruiné les Français, dans leur ensemble, sont massivement validés.
Et ça, c'est quelque chose d'assez incroyable, mais comme vous le dites très bien, c'est parce que l'offre politique est verrouillée, l'offre médiatique aussi est verrouillée. Alors vous la déverrouillez en montant Reichmann TV, on tente de la déverrouiller à travers nos blogs, nos sites internet. Mais c'est vrai que l'exercice critique dans ce pays est extrêmement difficile, et je pense que de ce point de vue-là, comme d'ailleurs sur d'autres points de vue, sur le problème de la dette, François Bayrou, effectivement, vous avez raison de faire une nuance par rapport à l'UMPS. François Bayrou a quand même porté le fer sur le terrain des médias, en pointant les responsabilités, en disant que les liens entre les médias et puis ces grands groupes financiers qui en fait font des affaires avec l'État verrouillent l'information, et que ces médias sont à la solde de l'État. Ils n'osent pas les critiquer parce qu'ils n'ont pas l'indépendance financière nécessaire. Donc François Bayrou a parlé de ce problème, il a parlé du problème de la dette aussi, et il était entouré de tout un tas de gens qui étaient très conscients, notamment M. Pébreau, etc. Donc il avait bien préparé son coup. Il n'a fait que 18,5% des voix, c'est un très beau score quand même, puisqu'il multiplie par 3 son score précédent, mais enfin il n'a pas réussi à renouveler l'offre politique, peut-être aussi traînait-il trop de casseroles. Il a été un faible ministre de l'Éducation nationale, il n'avait rien fait. Quand il était ministre de l'Éducation nationale, il a toujours été au centre, on ne sait pas très bien où c'est. Mais enfin, ce sont des résultats très décevants, et on ne voit pas ce que l'on peut attendre. De toute façon, que ce soit Nicolas Sarkozy ou Ségolène Royal, il n'y a aucun élément dans leur programme qui permettent de changer le système, fondamentalement. Il y a des petites réformes comme ça à la marge. Il y a surtout énormément de dépenses publiques et sociales supplémentaires qu'on ne peut pas payer, puisqu'on a déjà le plus fort déficit de l'Union européenne en termes de PIB. Donc il ne se passera rien, et il y aura forcément des attentes déçues très rapidement après les résultats des élections. Alors je vous remercie, Jean-Christophe, de cette analyse qui me paraît lumineuse. Je crois effectivement que c'est bien comme ça que les choses peuvent être appréhendées. J'ajoute également ce que nous avons essayé de faire après cette élection, qu'il y a quand même un des phénomènes que nous avions signalé depuis longtemps, qui est le poids des différents groupes sociaux en France, qui s'affirment d'une manière telle que cela pèse d'une façon très lourde sur l'élection, au tel point que l'élection est désormais déterminée, tant qu'il n'y aura que des élections de ce type, c'est-à-dire déterminées par des problèmes que j'ai qualifiés de corporatistes. Eh bien, tant qu'il y aura ce genre de comportement, on peut se demander si la France arrivera un jour ou l'autre à dégager une majorité de redressement, car M. Sarkozy a bénéficié d'un vote massif des retraités, Mme Royal a bénéficié d'un vote massif des fonctionnaires, et d'ailleurs d'un vote massif des banlieues. On l'a peu dit, mais c'est probablement ce qui lui a permis de dépasser François Bayrou de 7 points. Or, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est que quand vous mettez côte à côte ces pourcentages électoraux, ces résultats électoraux et le poids en nombre de ces catégories, vous apercevez qu'il y a 12 millions de retraités en France. On va même jusqu'à 15 millions. Certains disent 15, mais enfin il y a retraités, pré-retraités, enfin arrêtons-nous au chiffre le plus bas pour ne pas être suspectés de les interpréter au-delà du nécessaire. 6 millions de fonctionnaires avec leurs familles, ça fait 12 millions d'électeurs au bas mot, 10 millions de personnes issues de l'immigration, ça fait 12 et 12, 24 et 10, 34, il y a 44 millions d'électeurs inscrits, bon, 37 millions ont voté. On s'aperçoit que les deux blocs majeurs, ce sont des blocs constitués par les fonctionnaires et par les retraités, donc toutes personnes qui ne sont plus soit actives dans le cas des retraités, c'est tout à fait normal, c'est le moment où ils sont partis de la vie active, et de gens qui vivent des prélèvements obligatoires par nature, ce sont les fonctionnaires. Donc c'est la France inactive et bénéficiant des prélèvements obligatoires qui désormais imprime sa marque au détriment de qui ? Au détriment des actifs, bien entendu, et notamment de la jeunesse. D'où cette étonnante prémonition de l'Académie des sciences morales et politiques, qui, dans des termes mesurés, a dit que la France préparait mal l'avenir de sa jeunesse. Je serais plutôt tenté de dire qu'elle la sacrifie, car nous allons avoir les résultats, inévitablement. Alors, le deuxième point
et l'extraordinaire attitude de M. Sarkozy. Alors, vous m'avez dit que vous étiez hier, dimanche, allé voir, par curiosité, par intérêt journalistique, le meeting de M. Sarkozy. Il y avait donc à peu près, je crois, 17 000 personnes à l'intérieur et 7 à 8 000 ou 10 000, je ne sais pas, à l'extérieur. Donc ça fait 27 ou 28 000 personnes au total, Oui, oui. et non pas 40 000 comme on l'a annoncé, mais enfin, bon, c'est quand même une foule importante. Et j'ai écouté une partie de ce discours à la télévision, puisque les chaînes le retransmettaient généreusement. Il faut dire, là, il n'y a eu aucun problème. Vous savez, le show Sarkozy trouve toujours des chaînes pour le diffuser. Ce qui prouve, soit dit en passant, que les chaînes sont totalement indépendantes. Parce que si elles ne l'étaient pas, par exemple, je ne sais pas ce qu'elles auraient fait. Elles auraient pu décider de ne pas le faire. Ce qui aurait été une mauvaise chose. Il faut qu'on voit les débats électoraux. Donc, M. Sarkozy a tenu un discours qui, moi, m'a effaré. Je vous le dis très franchement. Il a tenu le discours de quelqu'un qui n'a pas été aux affaires pendant 30 ans et qui dit que tout ce qui a été fait depuis 30 ans est une erreur colossale qu'il va falloir changer. Et vous aviez 27 000 personnes qui avaient l'air totalement convaincues qu'il allait le faire. Alors moi je vous le dis sans risque de me tromper aucun, il ne va pas le faire. Non pas qu'il ne soit pas sincère pendant le temps qu'il prononce son discours. Un bon comédien croit toujours à son rôle. Et celui qui vous en cause, comme dit l'autre, c'est ce qu'il dit, puisque j'ai quand même une petite expérience de théâtre. Mais il n'empêche que le passé de M. Sarkozy et les forces qu'il soutiennent, surtout, rendent la probabilité de son action, dans le sens qu'il vient d'indiquer, tout à fait nulle, car il essaiera peut-être à un moment ou à un autre de prendre telle ou telle mesure qui ira dans le sens qu'il vient de préconiser, et très vite, il se heurtera aux mêmes forces devant lesquelles il a toujours reculé. Donc il va y avoir une énorme vague de déception, venant tout particulièrement d'une jeunesse qui était nombreuse, m'avez-vous dit, cette réunion, qui me rappelle un peu l'élan qui avait accompagné la candidature de Jacques Chirac en 1995, l'élan de jeunes. Il faut leur en parler quelques années après. Ceux que j'ai interrogés me disaient plus jamais, plus jamais. Ben, il faut croire que il y en a d'autres qui arrivent après et qui n'ont pas entendu parler du fait qu'il y a eu des déceptions. Alors, quel est votre sentiment à cet égard? Est-ce que nous allons vraiment vers une déception massive, un recul sur des positions préparées à l'avance, comme on disait lorsque l'armée française allait se replier sur Bordeaux? Ou bien est-ce que, après tout, l'excellent comédien qui est M. Sarkozy va finir par interpréter vraiment le rôle? Bien malin celui qui peut... Même si je vous donne 1000 $, vous ouais. vous Allez, admettons non, moi j'aurais tendance à faire la même analyse que vous, c'est-à-dire que Nicolas Sarkozy est issu du système, est entouré par les gens du système, est soutenu par le système, donc le système gaulliste, par opposition au système socialiste, mais qui est un étatisme également, et qui n'a jamais rien fait tout au long de sa carrière politique qui est longue, puisque Nicolas Sarkozy était à 28 ans maire de Neuilly. Il n'a jamais rien fait. Il n'a jamais rien fait lorsqu'il était secrétaire d'État au budget sous Balladur, à part augmenter la CSG massivement, c'est-à-dire augmenter les prélèvements obligatoires, ce qui est faire du socialisme, et puis également réformer le régime de retraite des gens du privé uniquement, c'est-à-dire en accentuant la différence avec les régimes des fonctionnaires qui sont déjà privilégiés. Donc il avait accentué cette différence au détriment des gens du privé qui étaient obligés de cotiser de 37 ans à 40 ans et dont le référentiel pour calculer la retraite est passé des 10 meilleures années aux 25 meilleures années, donc une baisse de leur retraite, et ils sont obligés de travailler plus longtemps tout en ne touchant pas au système des fonctionnaires. Donc M. Sarkozy est le produit de l'énarchie du système technocratique centralisé français. Il l'a refait quand il était ministre des Finances. Il n'a pas supprimé un seul poste de fonctionnaire. Il n'a pas baissé dans sa globalité les impôts, c'est-à-dire qu'effectivement il y a eu des baisses d'impôts sur des successions, des cas particuliers, mais disons que la masse fiscale globale a continué à croître sous M. Sarkozy lorsqu'il était ministre des Finances de M. Raffarin.
de la même façon, en tant que ministre de l'Intérieur, et vous avez raison de dire qu'il n'est pas responsable de tout, il n'est pas responsable de, par exemple, des émeutes dans les banlieues, mais on a vu qu'il n'y avait pas de répression, on a retenu les forces de l'ordre, il n'y a pas eu de sanction de la part du système, il n'était pas un ministre de l'Intérieur, il aurait pu dire qu'il n'y avait aucune condamnation des jeunes qui mettaient le feu à des voitures, à des bus, à des écoles, les condamnations ont été très très faibles, et donc il est le produit d'un système extrêmement laxiste et très socialiste et redistributeur. Donc on ne voit pas très bien comment, du jour au lendemain, Nicolas Sarkozy se transformerait en un mélange de Ronald Reagan qui baisserait les impôts et fustigerait le trop d'État, et puis de Rudolph Giuliani, le maire de New York, qui a instauré la tolérance zéro. Donc cette transformation, mais après tout on peut toujours rêver, je crois que les électeurs de Nicolas Sarkozy rêvent, et comme vous le dites très bien, moi quand Jacques Chirac avait été élu en 1995, je voyais tous ces gens qui hurlaient dans la rue en étant persuadés qu'il se passerait quelque chose, et je le disais à tous mes amis, il ne se passera rien, parce que Jacques Chirac est un radical socialiste et qu'il ne fera rien. Et le programme de Nicolas Sarkozy, qui est très socialiste, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été rejoint par M. Éric Besson, qui était le secrétaire du Parti socialiste, en charge même du programme. Et bien pourtant, Éric Besson a rejoint Nicolas Sarkozy en disant qu'il y avait énormément de points communs entre le programme qu'il avait mis en place pour le Parti socialiste et le programme de Nicolas Sarkozy. Et c'est vrai, le programme de Nicolas Sarkozy est un programme de centre-gauche. C'est exactement le même positionnement que Jacques Chirac, radical socialiste, avec des dépenses sociales supplémentaires pour les jeunes, pour les étudiants. Il prévoit un salaire étudiant pour les bons étudiants. Je ne sais pas comment il fera pour arriver à déterminer quels sont les bons des mauvais. Ce sera une discrimination insupportable, donc il est probable qu'on distribuera ce salaire à tout le monde. Des prestations pour les mères au foyer, des prestations pour les mères qui travaillent, des aides pour la grande dépendance pour les personnes âgées, le droit au logement. Rappelons que Nicolas Sarkozy est le premier à avoir proposé le droit au logement opposable. Quand même quelque chose d'incroyable, parce que ça veut dire que toute personne qui n'a pas de logement pourra demain aller devant un tribunal, se retourner contre la commune en disant c'est scandaleux, j'ai droit à un logement social, j'exige que vous me construisiez un logement social, que vous me fournissiez un logement social. Bien sûr, ce sont les autres qui travaillent et qui payent leur logement et qui le payent déjà extrêmement cher, qui n'arrivent plus à le payer, qui vont être ponctionnés pour qu'on construise des logements sociaux à ceux qui en réclament. Donc c'est une mesure sur laquelle on n'a même pas mis d'ailleurs de condition de nationalité, c'est-à-dire que toute personne étranger mettant le pied en France pourra au bout de 2 ans dire moi j'ai pas mon logement social, je veux que vous m'en construisiez un. Et c'est Nicolas Sarkozy qui a proposé cette mesure. Donc c'est pour montrer l'absurdité, le délire social-démocrate de Nicolas Sarkozy et de tous les gens qui sont autour de lui. Alors c'est vrai que par contre, lorsqu'on va à son meeting, il n'y a pas eu ce type de proposition n'a pas été mise en lumière pour son dernier meeting à Bercy, et que par contre c'était un discours extrêmement populiste de droite. Vous auriez pu, comme moi, applaudir, je me suis retenu, mais applaudir à la plupart des envolées lyriques lorsque Nicolas Sarkozy condamne les gens qui mettent le feu à un bus avec une femme dedans, condamne la lapidation d'une jeune femme, condamne les femmes qui sont sur lesquelles on met des burqas, les femmes qu'on marie de force. Bon, bien sûr, les gens qui ne peuvent pas critiquer, qui n'ont pas le droit de caricaturer, on sait qu'il s'en prend indirectement à l'islam. D'ailleurs, il n'y a pas un musulman qui vote pour lui. Au premier tour, il paraîtrait qu'à 1% seulement des musulmans auraient voté pour Nicolas Sarkozy. Donc, ce sont des propos auxquels on ne peut que souscrire, mais ce ne sont que des envolées lyriques. Et il faut bien que les gens prennent conscience du bilan de Nicolas Sarkozy, de son action personnelle, et des personnes qui sont autour de lui, du système qui soutient Nicolas Sarkozy. Donc vraiment, je ne parierais pas 1 000 € que Nicolas Sarkozy
tenterait la réforme, mais après tout, pourquoi pas, on ne peut pas être sûr à 100%, disons. Rêvons un peu. Rêvons un peu, voilà. Alors, précisément, pour conclure cette première partie d'émission, je rappellerai à vous-même, Jean-Christophe, qui n'avait pas besoin que je vous le rappelle, et à certains de nos téléspectateurs qui ne nous auraient pas écoutés jusqu'à présent, que le système dans lequel la France vit depuis pratiquement plus d'un demi-siècle, et qui s'est aggravé au fil des décennies, est un système de prélèvement et de redistribution. Et c'est ce qui fait qu'aucune réforme n'est possible tant qu'on maintient ce système-là. Or, il n'y a dans aucune des propositions de Nicolas Sarkozy, pas plus que d'ailleurs dans celle de Ségolène Royal ou de François Bayrou au cours du premier tour, de propositions visant à alléger réellement ce système, à le modifier dans sa structure. Bon, il y a bien ici et là, et vous les avez rappelé, quelques dispositions à la marge, comme ne pas taxer certains emplois, comme ne pas taxer les heures supplémentaires, etc. Ce qui est quand même assez amusant. Pour faire des heures supplémentaires, il faudrait qu'on ait aussi des heures normales. Alors c'est celle qui manque le plus actuellement. Enfin bref, il y a toute une série de dispositions qui sont, je dirais, très marginales, mais aucune disposition visant à changer l'équilibre général du système, c'est-à-dire à diminuer les prélèvements obligatoires et les dépenses publiques, de manière à ce que nous revenions progressivement à un taux auquel le général de Gaulle disait que c'était convenable à peu près, c'est-à-dire le tiers. Il ne faut pas que les dépenses dépassent le tiers, et quand elles ne dépassent pas le tiers, en général, il n'y a pas non plus de déficit, ni non plus de dette. Donc voilà à peu près les enjeux, et c'est parce que cette analyse me paraît fondamentale et qu'elle n'est pas démentie par les propositions des candidats, que je ne crois pas une seule seconde que ni l'un ni l'autre, ni Mme Royal, ni M. Sarkozy, ne sont capables de modifier la donne et qu'ils s'apprêtent, quel que soit l'élu, à vivre de très très grandes difficultés. Nous allons donc marquer une petite pause parce que je pense que nos téléspectateurs, après ce que nous venons de leur dire, ont besoin de souffler un instant et de reprendre courage, et nous reprenons aussitôt après cette émission. A tout de suite. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour à nouveau. Nous reprenons donc le cours de cette 11e émission de Entre nous soit dit, au cours de laquelle j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Christophe Mounik. Jean-Christophe Mounik, rebonjour. Nous ne sommes pas quittés longtemps, mais il faut rester poli à chaque fois. Et donc, les auditrices et les auditeurs, bien entendu, les téléspectateurs. Et Jean-Christophe Mounik, pour ceux qui n'auraient pas suivi la première partie de cette émission, est journaliste, écrivain, et avec lui, j'ai publié La Révolution bleue est en marche, un ouvrage que certains disent détonnant, et j'ai assez de raison de penser que c'est vrai, aux éditions François-Xavier de Guibert. Voici donc ce livre. Jean-Christophe Mounik est également l'auteur et le rédacteur d'un blog particulièrement fréquenté et influent qui s'appelle Le Révolutionnaire bleu, et dont l'adresse internet est Le Révolutionnaire bleu en un seul mot, .blogspot.com. C'est bien ça. Donc, nous avons évoqué au cours de la première partie de cette émission le premier tour de l'élection présidentielle et la campagne, le début de la campagne, la moitié du deuxième tour. Alors, il y a un autre élément que l'on pourrait ajouter au tableau que nous avons dressé de cette campagne et des déclarations des principaux candidats, c'est ce que leurs seconds ont déclaré eux-mêmes au cours des très nombreuses émissions qui ont eu lieu pendant le week-end. Le week-end du 30, du 29 et du 30 avril 2007. J'ai eu, en regardant de chaîne en chaîne, l'occasion, plaisir renouvelé à chaque fois d'apercevoir M. Juppé, que je n'avais pas vu depuis longtemps. Quel bonheur! Droit dans ses bottes. Droit dans ses bottes. M. Raffarin, je n'avais pas vu depuis longtemps. Quel bonheur! Bon, face à M. Hollande, quel bonheur, on ne l'avait presque pas vu depuis longtemps, effacé qu'il était par son épouse. Le deuxième pays des fromages, voilà. Toujours un plaisir. M. Jack Lang, un bonheur à chaque fois renouvelé, quel bel homme, comme disait. Et donc, ce qui est absolument effarant, et dont les journalistes... Alors c'est amusant parce que dans le grand jury RTL, Le Figaro et LCI, tout le monde était debout à l'américaine. Alors vous aviez le grand jury, c'est-à-dire les trois journalistes qui étaient en rang, et puis en face, donc les deux candidats, debout l'un et l'autre, droit dans leurs bottes, chacun. Et donc, c'était incroyable d'entendre ce qu'ils disaient. Ils disaient, ils s'envoyaient à la figure avec courtoisie d'ailleurs, ils vont quand même pas se disputer, ils sont tellement d'accord depuis si longtemps, mais tout ce dont on se plaint en France, mais c'est de votre faute. L'autre disait, pas du tout, c'est de la vôtre.
vous étiez au pouvoir. Vous dites, mais vous aussi vous étiez. Donc finalement, le téléspectateur se disait, mais s'ils étaient au pouvoir, qu'est-ce qu'ils vont faire de nouveau qui va, en quelque sorte, changer la donne? Il n'y avait pas, dans leurs propos, que j'ai écouté attentivement, une seule proposition nouvelle. Ils expliquaient pourquoi les autres avaient fait faux, mais à aucun moment ils ne disaient comment on pouvait faire juste. Et M. Lang, face à M. Devedjian, sur une autre chaîne, lui fustigeait bien entendu toutes les erreurs, tout le caractère injuste, le caractère scandaleux, immoral. C'est surtout M. Lang est un homme qui a beaucoup de morale, il faut le savoir. Au cas où vous ne le sauriez pas, si vous cherchez un maître à penser, vous en avez un tout trouvé. Donc voilà à peu près ce que ces gens s'envoyaient à la figure, mais au fond avec des colères feintes, ou pas de colère du tout, comme c'était le cas entre M. Juppé et M. Hollande. Et j'ai vu également, sur une autre chaîne, M. Hollande face à M. Raffarin. Alors là, c'était vraiment surréaliste. M. Raffarin, vraiment, on avait l'impression qu'il était encore Premier ministre et qu'il défendait encore son absence de bilan, tandis que M. Hollande expliquait pourquoi le bilan de M. Jospin avait été si miraculeux que sans doute que M. Jospin a été battu avec laminé au premier tour de l'élection de 2002. Bon, voilà à peu près ce que j'ai entendu pendant le week-end. Alors, j'en suis sorti dans un état proche de la catalepsie, parce que véritablement, se dire qu'il y a eu des millions et des millions de Français qui ont voté pour ces gens-là, ben oui, c'est ça, qui s'apprêtent à le faire à nouveau. Bon, alors vous me direz, ils n'ont pas le choix, le deuxième tour, c'est la règle. Ouais, d'accord, on élimine. On élimine et on choisit. En réalité, cette assertion n'est pas tout à fait vraie. On élimine souvent dès le premier tour. C'est bien comme ça que les choses se sont passées. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes face à une situation qui vient encore une fois aggraver le constat que nous avons fait l'un et l'autre depuis longtemps d'abord et depuis le début de cette émission ensuite. Alors, donc, nous allons nous retrouver dès la semaine prochaine, c'est-à-dire avec un président ou une présidente de la République et des élections législatives. Alors, comment voyez-vous ces élections législatives? Est-ce que vous pensez qu'elles peuvent donner une majorité au président ou à la présidente, comme c'est souvent la règle, mais pas toujours? Ou bien au contraire, apporter une situation où il n'y aurait plus de majorité, où on entrerait dans une nouvelle cohabitation. Que pensez-vous de cette échéance désormais très proche? Il est certain qu'il y a quand même eu un bouleversement politique avec le score fort du candidat UDF et le faible score relatif, mais faible score de Jean-Marie Le Pen. Qui par ailleurs, dans la première partie, j'ai stigmatisé certaines possibles erreurs qui pourraient expliquer la faiblesse de son score. Enfin, il faut dire que Jean-Marie Le Pen a fait également d'excellentes prestations télévisuelles et que la plupart des gens qui l'écoutaient disaient il a raison sur la plupart des sujets. Mais peu de terrain, il l'a dit lui-même, probablement parce qu'il est un peu fatigué quand même, son âge l'explique. Et l'absence, là c'est une illustration de plus de la nécessité d'aller sur le terrain. Même si on a l'impression de ne prêcher que des convertis ou des convaincus, le terrain est absolument essentiel. Ouais. Non, il est certain que Jean-Marie Le Pen a eu des opérations difficiles au cours de l'année précédente et qu'il a été vaillant. Voilà, mais qu'il n'en était peut-être pas complètement remis et que son âge se trahissait de différentes manières. Mais il est certain qu'il y a eu ce bouleversement quand même politique avec un fort recul du Front National et du vote patriote et puis une percée de l'UDF qui fait que ça peut redistribuer les cartes au niveau des législatives. Alors ensuite, le tout est de savoir si ces deux tendances vont s'accentuer, ce qui est possible, puisqu'il y a déjà une partie des électeurs du Front National qui ont eu un vote utile dès le premier tour en votant Sarkozy, qui se sont fait avoir, entre guillemets, par une rhétorique qui reprenait très largement celle de Jean-Marie Le Pen. Et donc, ces électeurs, peut-être que son socle de base peut aussi se dire, là, on a fait un bond de 20 ans en arrière, on n'y arrivera plus, ça ne sert plus à rien de voter Front National, même aux législatives, et donc ils peuvent passer de 10 à 5, 6, on ne sait pas, ils font toujours beaucoup moins aux législatives qu'à l'élection présidentielle. Donc c'est très préoccupant pour le Front National. Si le Front National fait un très faible score, l'UDF en récupérera une partie, comme l'UMP. Alors est-ce qu'avec 31% des voix, l'UMP peut dégager une majorité présidentielle? C'est probable. Si Nicolas Sarkozy est élu, j'ai tendance à penser qu'il peut avoir une majorité
qui lui permettent de gouverner. Il est d'ailleurs le seul à pouvoir le faire. Alors je crois que si Ségolène Royal est élu, il y a toujours un petit plus dans la foulée de l'élection présidentielle. De manière normale, les citoyens disent bon, puisqu'il a été élu, donnons-lui des moyens législatifs de mettre en œuvre sa politique. Donc il passera de 31 peut-être à 35% au cours des législatives, avec, comme je le disais, un reflux qui pourrait se produire au sein des électeurs du Front National, mais aussi au sein des électeurs de l'UDF, qui n'est pas impossible. Par contre, si Ségolène Royal est élue, avec son score de 26% au premier tour, même si elle l'accroît un peu, il est probable que ce ne sera pas suffisant pour dégager une majorité présidentielle. Et donc, elle aura besoin d'alliances. Alors, ils ont commencé à passer une alliance avec François Bayrou, qui indique quand même sa préférence entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. Elle va nettement à Ségolène Royal. Et donc là, si on ajoute les 18 de l'UDF aux 26 du Parti Socialiste, effectivement, il y a suffisamment d'électeurs pour pouvoir dégager une majorité du centre et de la gauche et créer un nouveau cas de figure pour les élections législatives. Il y a aussi, je vais ajouter à votre analyse, l'autre hypothèse, à savoir que dès le lendemain ou quelques jours après l'élection du président de la République, celui-ci désignera un Premier ministre et un gouvernement. Or, vous connaissez comme moi les effets d'annonce, les effets psychologiques que cela produit. Si le gouvernement nommé, par exemple, par M. Sarkozy, puisque aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, c'est encore lui le favori du deuxième tour. Enfin, j'en mettrai pas ma tête à couper. Non, moi non plus, mais enfin... ni même ma main. Bon, alors ne coupons rien, et restons tranquilles, et évoquons simplement l'hypothèse. Bon, si Nicolas Sarkozy était élu et qu'il désigne un gouvernement où on retrouvera, bon an, mal an, à peu près, tous les grands ténors qui ont illustré de manière aussi désastreuse la vie politique et économique française, la déception de ceux qui ont lâché Jean-Marie Le Pen pour aller vers Sarkozy sera immense. Et donc ils auront peut-être aussi tendance à revenir vers leur parti de départ. Donc, par ailleurs, il n'est pas du tout impossible que Philippe de Villiers, qui a subi dans cette campagne électorale un revers qui, à mon avis, est dû à un certain nombre d'erreurs, bien entendu, qu'il a commises. Sa campagne n'a pas été bonne, mais il a également... trop jeune autour de lui. Oui, trop jeune, inexpérimenté, etc. Mais il a également subi un phénomène qui est bien connu en psychologie, qui est le phénomène du messager. Bon, qu'a-t-il dit pour l'essentiel, avant de changer de pied plusieurs fois? C'est qu'il a critiqué l'islamisation de la France. Or, c'est un message qui est à la fois très fort et en même temps qui est très difficile à faire passer. Les gens ne voulaient pas l'entendre. En réalité, tout le monde sait bien qu'il y a, d'une manière ou d'une autre, un problème à régler en France, qui est celui des rapports entre une majorité de la population qui est d'essence chrétienne et de nouveaux arrivants qui sont nombreux, qui sont plus de 10 millions certainement, et qui sont d'origine islamique, musulmane, qui sont musulmans et qui sont effectivement d'une autre origine religieuse que la majorité de la population française. Et dans ces conditions... Bon, on peut espérer qu'il n'y aura pas d'affrontement, mais on ne peut pas non plus l'exclure. Et c'est ce que Philippe de Villiers a voulu dire aux Français. Alors peut-être l'a-t-il dit d'une manière un peu trop vive, certains l'ont pensé, peut-être l'a-t-il dit de la manière qui convenait. Il faut dire la vérité aux Français. Et je pense qu'il a payé d'une certaine manière le tribut qui est toujours celui dont on affecte le messager. On n'est pas content du message, alors c'est le messager qui est responsable. Il n'est pas impossible que les Français, réflexion faite, redonnent un peu plus de voix à De Villiers aux élections législatives. Donc vous voyez, tout ce mélange que nous sommes en train de faire... Je suis entièrement d'accord, j'émettais des hypothèses, mais ce sont des hypothèses. Entièrement raison d'émettre les hypothèses inverses. Donc très difficile, tout peut arriver. Sauf une chose, des réformes utiles. Alors ça, je vous le dis. Certains penseront que je suis excessif et que je veux absolument voir les choses en noir. Non, j'aimerais les voir en rose. C'est bien que ce soit pas ma couleur favorite. Disons en bleu. Voilà, le bleu me va très bien. Un ciel bleu. En tant que couleur. Mais je pense que dans la mesure où, et je l'ai souvent dit, donc au risque de me répéter, je le dirai encore, s'il est exact qu'un candidat, lorsqu'il est élu, tient rarement toutes ses promesses,
il est également exact qu'il ne tient jamais celle qu'il n'a pas faite, parce qu'il n'a pas le mandat pour le faire. Or, nous avons face à nous deux candidats, un candidat et une candidate, qui n'ont fait aucune promesse concernant la redistribution générale de l'économie et du système social français. Donc, ils ne le font pas, et à partir de là, tout ce qui a provoqué les crises très très graves de notre économie et de notre régime social, c'est-à-dire des entreprises qui disparaissent, qui se délocalisent, le chômage qu'on essaye de maquiller mais qui s'étend d'une manière systématique depuis des années et des années, les entreprises qui ne parviennent plus à se maintenir sur le sol français parce que sinon elles sont littéralement laminées par la concurrence internationale, bref, tous ces maux dont souffre la France, avec les déficits sociaux qui vont avec, ne vont pas s'arranger. Et donc, je crois qu'il faut, pour ceux qui veulent vraiment réformer la France, prendre un petit peu leur mal en patience. Les choses vont se faire, mais il va falloir du temps, et il va falloir que les Français redeviennent un peu lucides. Et d'une certaine manière, sans vouloir exagérer, moi j'ai eu le sentiment, évidemment il faut toujours se méfier des parallèles historiques, mais que le vote du premier tour était un vote munichois. C'est-à-dire qu'on est très content, l'électeur est majoritairement très content qu'au fond, des candidats leur disent « mais tout va s'arranger ». Or, nous savons très bien que tout ne va pas s'arranger, et le seul problème qui se pose, à mon avis, c'est le moment où la déception va se faire sentir. Est-ce que ce sera rapidement, auquel cas il y aura des conséquences électorales, ou est-ce que ce sera beaucoup plus tard, et alors là, ça se réglera ailleurs et probablement dans la rue. Donc, voilà à peu près les perspectives qu'il me semble possible aujourd'hui d'évoquer. Je pense qu'il faudrait évoquer aussi maintenant, Jean-Christophe, les actions de ceux qui, comme je viens de le dire, ont entrepris d'essayer de dire la vérité aux Français. Est-ce que nous ne sommes pas à la veille d'une redistribution générale des cartes dans l'opposition? Parce qu'on s'aperçoit que dans l'opposition au système, on s'aperçoit quand même, d'une part, que ceux qui n'acceptent pas ce système d'une manière ou d'une autre ont tous reculé. Et d'un autre côté, est-ce que quelqu'un est aujourd'hui capable de les fédérer et sur quel thème? Quelle est votre analyse à ce point de vue? Ah oui, sur ce que vous aviez dit, j'avais quelques remarques à faire sur l'islam, lorsque vous avez fort bien dit que l'islam est une religion différente de la religion qui a forgé l'Occident et l'identité française, mais par-delà le phénomène religieux, c'est aussi un code de valeurs. Il n'y a pas que des valeurs spirituelles, et c'est bien ça tout le problème de l'islam. C'est aussi voilà, un code civil, un code pénal. Il y a une confusion entre le spirituel et le temporel dans la religion musulmane qui n'existe pas, qui n'existe plus, en tout cas dans la religion catholique, et qui n'a jamais existé d'ailleurs aux origines, puisqu'il fallait rendre à César ce qui appartenait à César et rendre à Dieu ce qui appartenait à Dieu. Donc c'est une conception de la société radicalement différente, et on voit que ces deux masses de population, entre d'un côté ceux qui sont d'origine chrétienne, qui sont encore chrétiens, auxquels on peut assimiler également la population d'origine juive, et puis les laïcs qui sont issus de cette culture, et quoi qu'ils disent, qui la partagent, et puis de l'autre côté, des populations musulmanes qui ont des valeurs radicalement différentes. Et moi j'ai constaté, je vous avais raconté cette anecdote, mais je voudrais la raconter aux téléspectateurs, en allant au meeting de Nicolas Sarkozy à Bercy, donc j'ai pris le RER, et il y avait bien sûr il était 13h, et il y avait bien sûr des supporters de Nicolas Sarkozy avec leur t-shirt bleu, je vote Sarko, je sais pas quoi, vivement dimanche, etc. Tout un tas de slogans un peu optimistes, sinon naïfs. Mais et toutes les personnes de couleur qu'il y avait dans les wagons du RER de la ligne A les regardaient, et j'ai vu des jeunes femmes rentrer, jeter un œil dégoûté, faire la moue et dire on sort de ce wagon, ça pue. D'autres qui étaient d'origine maghrébin, qui rigolaient en les regardant. On sentait vraiment une agressivité. Et de la même façon, donc j'ai été déjeuner au cours Saint-Émilion, et il y a un parc à traverser pour aller jusqu'à Bercy, au Palais Omnisport de Paris-Bercy. Et un joli parc dans lequel les gens peuvent pique-niquer, et donc il y avait beaucoup de familles issues de l'immigration. Et tous, pratiquement tous,
quel que soit leur âge, il y avait des groupes de supporters de Nicolas Sarkozy avec leurs banderoles, leurs t-shirts, et tous huaient, disaient facho, fumier, enfin tout le monde, il y avait une hostilité qui était très forte. Et on peut sentir cette hostilité entre deux cultures qui est révélatrice de temps très difficiles pour les années à venir. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment d'un côté une population majoritairement de retraités ou de jeunes, blanches, occidentales, et puis de l'autre une jeunesse d'origine africaine ou maghrébine qui était très très hostile. Donc on voit là les ferments de ce qui peut se passer dans les années à venir. Et comme vous le dites très bien, il n'y aura pas de réforme, puisque ces gens-là sont issus du système. Nicolas Sarkozy avait commencé sa campagne à la Chirac en ayant des propositions de gauche, c'est-à-dire augmenter des dépenses sociales, et des propositions de droite, c'est-à-dire baisser les impôts. Et parmi ces propositions, il y avait le fait de réduire de 3% du PIB le niveau des impositions, des impôts, tout les prélèvements jusqu'à 4. Jusqu'à 4, oui. Pour revenir au niveau de la moyenne des pays de l'OCDE ou de l'Union européenne. Et au fur et à mesure de sa campagne, il a oublié cette promesse. 4 points. Ses plus proches conseillers en matière économique le lui ont d'ailleurs fait remarquer. Il était très en colère quand ils l'ont fait. Vous savez, c'était une commission à laquelle participait M. Méhaignerie, je ne sais plus qui d'autre encore, une de ces éminences qui ont si bien réussi dans le passé, et qui lui ont dit, mais non, on ne peut pas baisser les prélèvements de 4 points. Et alors il était très en colère, mais finalement il a admis qu'ils avaient raison, et il ne propose plus de les baisser. Donc on sait que ce système fiscal va se maintenir. Et à la fin de sa campagne, si on parle strictement des propositions, pas des déclarations générales, où, comme je l'ai dit dans la première partie, c'était beaucoup relève d'un populisme de droite. Mais sur les propositions strictement du programme de Nicolas Sarkozy, il a gardé la partie gauche et il a supprimé la partie droite avec les baisses d'impôts. Donc on sait qu'il ne se passera rien. Sinon, a priori, il ne se passera rien. Et c'est pour ça qu'on peut être très inquiet de ce qui va se passer. Et puis on peut aussi se demander, comme vous me le demandiez, mais là j'ai pas vraiment de réponse, sur quoi faire au niveau politique dans les années à venir, comment contester ce système, comment regrouper les forces qui contestent ce système, comment regrouper tous les gens qui savent que par expérience et par lucidité aussi, j'ai tendance à penser, savent que ce système ne fera pas de grandes réformes dont la France a besoin. Et on sait, les grandes réformes, il faudrait repousser l'âge de la retraite, supprimer tous les régimes spéciaux de la fonction publique, des établissements publics, type SNCF, RATP et autres, aligner le niveau des retraites des fonctionnaires sur celle du régime général, supprimer massivement des postes de fonctionnaires, puisque vous citiez le chiffre de 6 millions, mais Nicolas Bavray, dans son livre « La France qui tombe », précise qu'il y a en fait 9 300 000 personnes qui sont payées par l'État, parce qu'il y a beaucoup d'associations qui vivent principalement de subventions publiques. Donc en fait on arrive à 9 300 000 personnes. Il faut absolument réduire ce nombre, on ne peut plus faire du social, on n'a pas les moyens puisqu'on fait de la dette, toujours plus de déficit, toujours plus de dette. Il faudrait également stopper les flots de l'immigration parce que cette immigration, il faut la loger, il faut la nourrir, il faut l'entretenir, il faut éduquer ses enfants, il faut la soigner. Ça coûte une fortune, plus personne n'en parle depuis que Philippe de Villiers et Jean-Marie Le Pen ne sont plus présents dans cette compétition pour le deuxième tour, alors on ne parle plus du problème de l'immigration. Mais c'est un problème grave, à raison de 500 000 entrées par an, qui se répartit sur les 17 millions d'actifs du privé, et bien ça représente 3% en plus, et donc il est normal que le niveau de vie des actifs du privé diminue de 3% chaque année, puisque chaque année rentre 500 000 immigrés de plus par an, une ponction qui est équivalente à 3% du nombre des actifs du privé. Et je précise, parce que c'est nécessaire pour renforcer votre affirmation, que ces chiffres que vous avancez sont des chiffres tout à fait officiels, ils sont issus pour l'essentiel des ouvrages de Maxime Tandonnet,
qui est un Responsable fonctionnaire responsable de ces des problèmes au problèmes ministère de de l'immigration. l'Intérieur et un des principaux auteurs du plan sur l'immigration, de la loi sur l'immigration en fait, qui a été votée à l'initiative de M. Sarkozy. Et le chiffre de 500 000 est tout simplement le chiffre de 350 à 400 000 augmenté des enfants qui ne sont pas comptés dans les chiffres officiels. Donc 500 000, c'est réellement un chiffre tout à fait plausible et accepté par les organismes officiels. Donc reprenez le fil de votre raisonnement. Donc ça fait 3% par rapport à ces 17 millions. Et 3% qui sont complètement dénués de tout, puisqu'ils ne viennent pas avec des contrats de travail, il n'y a que 5% des immigrés qui viennent avec un contrat de travail, donc ils sont complètement à la charge de la collectivité. Donc ils ne sont pas, par exemple, un retraité est à la charge de la collectivité, mais il a pu s'acheter son logement, on n'a pas besoin de le loger, on n'a plus besoin de l'éduquer, bon, on a besoin de le soigner davantage. Et il a payé pour, il a payé en plus. Constituer sa retraite, tout à fait. ou plus exactement pour payer les retraites des autres. Ouais. Mais ces personnes qui débarquent sont complètement à la charge du système. Donc en fait, ces 3%, c'est encore beaucoup plus, parce que c'est donc la chute du niveau de vie des actifs du privé est de l'ordre de 3% par an. On peut alors après, bon, il y a une croissance, encore faut-il qu'il y ait une croissance. Or, on voit qu'il y a l'effondrement de l'immobilier aux États-Unis qui fait que la croissance est tombée à un rythme annuel de 1,3%, ce qui est très faible. On n'a pas connu ça depuis de nombreuses années. Il y a un krach immobilier en Espagne qui va peut-être se prolonger dans le reste de l'Europe, y compris en France. Et les États-Unis étaient la locomotive économique du monde, de la planète. Ils ont fait un énorme déficit. À partir du moment où les États-Unis entrent en récession, on ne sait pas à qui les Allemands vont vendre leur surplus, ainsi que les Chinois. Et donc c'est l'ensemble de l'économie planétaire qui peut se ralentir. Dans une telle circonstance, il faudra prendre des mesures drastiques. Et ce n'est pas Nicolas Sarkozy et les équipes en place qui ont géré si mal la France depuis les 35 dernières années qui feront quoi que ce soit. Et c'est quand même étonnant de constater qu'il y avait un article dans Le Monde qui disait que la France, au sein de l'Union européenne des 15, avant qu'on ait intégré les 10 pays de l'Est, avait le deuxième taux de chômage le plus fort de l'Union européenne à 15. La France avait le deuxième taux de chômage, le deuxième taux de croissance le plus faible de l'Union européenne à 15, et la France avait le taux de déficit le plus fort de l'Union européenne. Donc la France est le pays le plus mal géré de l'Union européenne à 15, et c'est le pays où la classe politique a reçu le plus fort cautionnement, la plus forte légitimation démocratique par le biais du vote. Donc là, les Français sont en plein rêve. C'est vraiment encore un instant, monsieur le bourreau. Ils ont légitimé le système, mais on peut accuser l'offre politique en disant qu'elle n'est pas suffisante, mais elle est verrouillée, cette offre politique, comme l'offre médiatique. Mais il va y avoir des contre-chocs très sévères dans les années à venir, que ce soit Nicolas Sarkozy ou Ségolène Royal qui l'emportent au soir du deuxième tour. Alors vous avez fourni la réponse à la question que je vous posais. Il va falloir faire preuve, pour ceux qui n'ont pas cédé à cette illusion, de beaucoup de lucidité et de fermeté dans leur position, car on ne peut pas non plus abandonner un peuple à l'idée qu'il s'est trompé et qu'il s'est simplement trompé. Il va falloir que des solutions différentes lui soient proposées. Elles le sont déjà, mais elles n'ont pas à la faveur des médias. En tout cas, les médias évitent d'en parler trop s'ils le font de temps en temps. Donc nous sommes réellement face à une situation où il faut presque recommencer, sinon à zéro, du moins près de zéro. Mais on doit quand même faire preuve, je crois, d'une certaine confiance, parce que, contrairement à ce que vous avez semblé laisser entendre, je crois qu'il ne faudra pas des années pour que les désillusions se fassent. Elles vont venir très vite, et c'est à ce moment-là, je le crois, que les Français se tourneront vers les solutions que ceux qui ont été assez lucides pour ne pas céder à l'illusion générale leur proposent et le proposent depuis longtemps. Madame, mademoiselle, monsieur, il me reste à vous remercier de nous avoir suivis, à remercier Jean-Christophe Mounik de nous avoir éclairé de ses lumières. Mais c'était un plaisir, mon cher Claude, de vous revoir. Nous recommencerons bien entendu ce dialogue que nous avons ensemble depuis très longtemps et les actions que nous menons bien entendu également. Madame, mademoiselle, monsieur, à très bientôt. Soyez heureux, portez-vous bien et vive la France.